Bonjour, bonsoir à vous tous, selon d'où vous nous suivez, à l'heure à laquelle vous nous suivez sur la planète, vous êtes dans le monde en 7 pour ce samedi 5 mars 2022. On va revenir sur des sujets qui nous ont paru importants dans l'actualité de la semaine et aujourd'hui on parlera du conflit russo-ukrainien. Kiev recherche des combattants en Afrique. On sera ensuite du côté du Mali où les sanctions de la CEDEAO perdurent et ont certainement des conséquences sur l'économie du pays. Nous parlerons également du Togo et cette conférence sur la gestion des transitions politiques qui doit se tenir à Lomé. Ce sera dans le mois d'avril prochain. Et pour évoquer ces sujets avec moi sur le plateau, je reçois le député Beau Soleil Obekou, également président de l'association Togo pour tous, tout fraîchement revenu de Kara pour la rentrée parlementaire délocalisée des députés. Bonjour Beau Soleil Obekou. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, il y a Francisco Napokura qui est le directeur de publication de Tampa Express. Francisco, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour très honorable député. Et puis bon retour de Kara. Merci. Voilà justement, Kara, d'où vous êtes revenu donc de cette rentrée parlementaire qu'on a voulu délocaliser. D'après les arguments que j'ai lus, il y a un souci de proximité de la Chambre basse avec les populations. Quand vous êtes allé là-bas, est-ce que vous avez vous-même, au niveau des députés, ressenti justement cette nécessité d'être proche des populations? Oui, évidemment, parce que quand on est allé, il y a eu la rentrée parlementaire et la deuxième séance plénière où on a voté une loi. Oui. Ça, c'est les activités proprement dites du Parlement. Après, il y a eu des sorties, on a rencontré la population, on est allé par exemple à Tchare pour rencontrer les forgerons et on a vu comment ces braves messieurs travaillent le fer et on a rencontré des élèves qui n'ont jamais vu ce nombre de députés, 91 députés en même temps venir chez eux. On a rencontré des femmes, des hommes qui ont apprécié et qui étaient émerveillés de nous voir. Et surtout les étudiants de l'université de Kara qui ont assisté d'abord à l'ouverture, à la première séance consacrée à l'ouverture solennelle de la première session. Et aussi, ils ont participé à la deuxième séance consacrée au vote sur la création, au vote portant création des régions. Donc, quoi qu'on dise, au moins, cette sortie a permis à la population quand même de s'imprégner et d'être plus proche des députés, de toucher au doigt le travail effectué par les députés au Parlement, toujours à Lomé. Alors, Francisco, vous pensez qu'il était opportun pour les députés de sortir comme ça, d'aller au contact des populations pour qu'elles vivent aussi, hein, on parle de députés, on les imagine dans leur gros palais ici à Lomé, mais les voir comme ça en activité? Bon, est-ce que même déjà à Lomé où les députés sont, où ils ont leur siège, est-ce qu'ils sont proches de la population de Lomé? C'est-à-dire que c'est même là-bas, hein, même aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce qui se fait au Parlement, même à Lomé ici, les gens ne savent puisque le Parlement fonctionne comme à huis clos, même si on dit que les séances plénières sont ouvertes à la population et aux médias. Et on constate que l'activité parlementaire, c'est juste un reportage, d'une 30, voilà, de quelques minutes où on voit les gens soulever la main et lever la main, dire qu'ils ont voté des lois. Ça c'est fini. Ce qu'on avait connu, vous savez, c'est quand le premier parlement issu de l'élection législative de, je crois, 93, je crois, 94, mais vous avez vu comment cette assemblée était animée avec de l'autre côté Fambaré et Ouattara Tchaba et Maître Ajavonzeuse. À l'époque, il y avait pratiquement, Madame Pegba, Brigitte Pegba, mais il y avait et puis les séances de l'Assemblée nationale étaient visibles sur les médias. On avait pratiquement
30 minutes, 1 heure de temps. C'est-à-dire que quand il s'agit de débattre des tests, on voit le débat contradictoire. Et à l'époque, Daoukou Péré paix à son âme, qui était vraiment un président, c'était le premier président de l'Assemblée nationale issu de la crise sociopolitique. Donc il fallait voir comment on a pu mettre ces gens-là qui étaient en déchirement total. Mais l'Assemblée s'est délocalisée à Kara. Kara connaissait de grandes manifestations, ce n'était pas 91 députés. C'est qu'on a supprimé la vie du Togo. On a, avec la Covid-19, depuis 2 ans, il n'y a pas eu Evala. D'accord, que ce soit partout. Les activités qui, voilà, qui amenaient dansement des gens dans nos localités. Les fêtes traditionnelles. Il y avait également, à l'époque des Adema, c'est pas aujourd'hui, mais Forêt est devenu Lomé. À l'époque des Adema, il fallait voir des grandes manifestations à Kara. C'est ce qui a fait que les gens ont vraiment, véritablement investi, que ce soit dans les hôtels et autres. Maintenant que les gens ont décidé qu'ils vont en faire Covid un business privé, le pays est totalement amorphe. Donc, ils ont trouvé maintenant la nécessité, l'importance d'amener, par exemple, quelquefois des conseils des ministres délocalisés. Et puis maintenant, c'est l'Assemblée nationale qui a été délocalisée. Bien sûr que les étudiants qui ont assisté à ces... disons à ces débats, c'est une bonne chose parce que ça leur apprendra aussi des choses. Donc, mais est-il que le Togo doit vivre, mais j'espère qu'ils ne sont pas partis faire encore des victimes là-bas parce que les députés vont se déplacer, après on va signer des notes pour les hôtels pour dire que c'est le trésor public qui va payer. Et ça va faire encore, je ne sais pas si M. Beausoleil a payé sa facture, sa note d'hôtel. Oui, c'est très important. De la localisation, parce qu'il faut que la... Oui, je sais, bon, comme il le dit, il faut quand même qu'on s'imprègne, on est journaliste, et ça, il faut s'informer. L'Assemblée a une gestion autonome, et elle est dotée d'un budget d'une administration. Donc, ce n'est pas le trésor public. Oui, mais justement, est-ce que votre délocalisation, vous pensez que ça a eu un impact économique sur la vie des populations? J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes allé consommer le tchoukouchou de la dame là, de la dame du coin de rue de Kara? Est-ce que le sodabi? Est-ce que, je ne sais pas moi, la viande? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce qu'on a senti qu'il y a 91 messieurs qui sont bien payés, qui sont arrivés? Non, en fait, bon, je n'ai pas de données pour mesurer et avec précision. Non, si vous nous dites votre ça a eu, mais comme vous le dites, la question que vous me posez, sûrement on a fait 5 à 6 jours à Kara, donc on a consommé à Kara. Je crois que la nourriture n'a pas été achetée de Lomé pour aller à Kara, on a consommé sur place. Moi je parle de ma grand-mère qui est dans le coin de rue, sorti, on a bu, les gens ont bu la bière, les gens ont bu le tchouk, tout ça. Donc on est allé même dans les fermes où on a acheté des produits qu'on ne trouvait pas à Lomé, la daba, les gens ont acheté des produits de souvenirs, les trucs, les pagnes traditionnelles. Je sais qu'à Kara, il y a le très bon affiti là. Oui. Vous en avez acheté? On en a mangé même, on en a mangé au déjeuner, après on a mangé affiti, on a mangé, je crois, il y a une sauce là. Le Kodoro. Kodoro, voilà. On a mangé ça, donc on a consommé. Donc je ne sais pas si, pour mesurer l'impact économique précis, ce qui a fait, c'est que visiblement, il y a eu quand même, on a consommé, et je crois que même la location des hôtels, il y a eu pas mal de 5 hôtels qui ont été occupés, à part, il y a l'hôtel Kara et les autres. Donc, moi, ce que je voudrais dire par rapport au public, ce n'est pas l'Assemblée qui refuse au public de venir sur les débats. Peut-être que c'est le public qui n'arrive pas. Bon, et déjà, il faut diffuser, parce que c'est obligatoire normalement. Bien sûr, la Constitution dit les débats, la séance plénière est publique. Mais ce n'est pas fait. Et ça, on essaie de le dire, l'Assemblée, de lancer les appels chaque fois. Napoukora le dit en 1994, le public n'assistait même pas. Les gens appellent chaque fois le public d'assister. Moi, je me rappelle, j'ai assisté une fois mais les débats passaient beaucoup à la télé.
de Lomé qui faisait office de siège pour l'Assemblée en ce moment. J'étais allé au moins une fois suivre les débats là-bas. Le public ne venait pas. Mais on ne cesse de rappeler au public que la séance et même aux journalistes, à chaque fois qu'ils sont autorisés à venir suivre les débats. Moi, j'en ai invité beaucoup. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit Honorable, est-ce que nous pouvons assister à la séance? J'ai dit oui, j'ai invité pas mal de gens qui sont venus à l'Assemblée suivre les débats. Ils étaient contents, ils étaient étonnés. J'ai dit mais c'est normal. Donc, même le fait de visiter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est ouverte à tout le monde. Les gens qui découvrent pour la première fois l'Assemblée nationale, les députés, les débats, comment est-ce que ça se fait. Mais ils sont émerveillés. Ouais. Mais je vais ajouter une chose. Quand on parle de la retransmission des débats à la télé, bon, si on dit que le débat est public, mais s'il y a les moyens de retransmettre en direct les débats, pourquoi pas. Mais il parle de 30 minutes, de 10 minutes en 1994. Les débats à l'Assemblée ne durent pas 30 minutes, 10 minutes, 6 heures de temps, 7 heures de temps, parfois même 24 heures. On quitte, des fois on rentre à 8 heures pour quitter à 1 heure du matin. Moi je me dis, comme on est aujourd'hui aussi à l'ère du numérique, vous pouvez créer, moi je sais pas, une web TV. Bien sûr, parce que ça vient. La fois passée, notre débat a été, je crois, l'ouverture de la séance plénière pour la première fois a été suivie en live sur Facebook. Je crois qu'il y a des moyens qui sont mis en place. Samuel, ce que je dis, aujourd'hui nous avons par exemple un média TVT, nous en avons. À l'époque, quand je dis, on avait des débats de 30 minutes, 1 heure de temps, qui étaient vraiment très intéressants. Pourquoi subitement ça a disparu? C'est qu'il y a eu un souci où les gens n'ont pas, les gens n'ont plus voulu. Voilà, les gens n'ont plus voulu. Non. Pas du tout. Non, vous ne connaissez pas l'historique. Les journalistes sont invités, il y a des gens même qui enregistrent, les gens qui filment même les débats à l'Assemblée. Par rapport à leur déplacement précis, vous savez, bien sûr, il y a peut-être quelques hôtels, 5-6 hôtels, comme il a dit, qui ont. Mais Kara a des dizaines d'hôtels. Je ne sais pas si vous voyez. Mais qui sont restés, je sais, qui sont restés dans la moisissure pendant des périodes. Maintenant, quand on connaît comment le Togolais se déplace, quand on dit qu'il va en mission, mais ces frais de mission, c'est pour revenir acheter les sacs. Et comment vous l'appelez? Le ciment. Le ciment. Et c'est ce que tout le monde fait. Donc pratiquement ce qui sera dépensé, si ce ne sont pas les hôtels que les gens sont obligés de dormir, mais vous allez voir que les gens vont tellement économiser pour revenir. Mais s'il nous disait son budget, ce qu'il a pris dans la main pour dire que, ok, moi j'avais estimé que peut-être qu'un député aurait 500 000 pour la mission. Mais s'il a 500 000, il revient avec 400 000, ça veut dire qu'il aura bénéficié de rien. C'est que nous n'avons eu que le strict minimum pour séjourner là-bas. Il parle de 500 000, ça n'atteint même pas un tiers de ce qu'on a. C'est intéressant quand même et on encourage à ce genre de délocalisation. On va revenir à notre débat. On va parler donc du conflit russo-ukrainien. Kiev qui recherche des combattants en Afrique. C'est par un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégal qu'on l'a appris. Le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, sénégalais de l'Estéré a appris avec étonnement la publication, c'était le 3 mars 2022, sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar, d'un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine, à l'appui un formulaire d'inscription. Comme suite, l'ambassadeur, le ministre a écouté donc l'ambassadeur Yuril Pavovarov, qui a confirmé donc la véracité de l'information, ce contre quoi le Sénégal a vivement protesté. Francisco n'a pas au courant, on sait que la guerre, ça demande des ressources humaines, il faut des hommes pour appuyer sur la gâchette, mais lancer des appels à recrutement en Afrique au XXIe siècle, vous trouvez cela sain? Vous savez, aujourd'hui, en fait, le monde nous montre beaucoup de phases et beaucoup de facettes. Dire que les gens qui, pendant longtemps, refusent de donner les visas
aux Africains pour aller en Europe, en Occident et partout, et que les Africains soient obligés de prendre la mer, où les gens, même on peut dire qu'on coule les bateaux sciemment, parce que pour faire naufrage au navire, et voilà subitement parce que ils sont dans des problèmes. Et cela nous rappelle que au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu l'Afrique, les tirailleurs africains, on dit sénégalais parce que le Sénégal était encore très proche, les tirailleurs africains qui ont volé au secours de la France et qui sont allés sauver, n'est-ce pas, cette France et l'Europe tout entière. Mais après, on nous ferme les frontières, on n'est plus. Et l'histoire aussi dit comment les gens ont été récompensés. On se rappelle de Tiaroy. On a tiré sur nos on en a tiré sur les gens qui sont allés sauver la France, sauver l'Occident. On a tiré sur eux. Et que même là-bas, sur place, comment les nazis ont exterminé. Puisque depuis, même l'année dernière seulement, il y a eu même des cimetières qui ont été découverts. Que voilà, c'est à des endroits où on avait fusillé massivement les tirailleurs, les noirs. Parce que les blancs, la France, par exemple, ne voulait pas qu'on sache que effectivement que c'est les négros voilà, qui sont venus. Et je peux dire que l'histoire nous rappelle que le noir est toujours important dans l'échiquier mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas à tout hasard lorsque l'Ukraine s'adresse, et ça a commencé par où? Ça a commencé par le Sénégal. Et c'est aberrant. C'est comme aujourd'hui les gens continuent, les gens s'amusent de la misère de nos populations. Oui, au moment où on veut aller, les gens cherchent à avoir le visa normalement pour prendre les moyens conventionnels pour aller en Europe. On les refuse. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont en détresse, l'Ukraine est en détresse, c'est toute l'Europe qui est en détresse, parce que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'égoïsme de l'Europe sous un Macron. C'est ça qui est en train de dégénérer. Aujourd'hui, après l'Ukraine, on ne sait à qui le tour. Voilà. D'accord. Francisco Napokura, je l'ai dit, c'est la guerre. On sent que l'Ukraine a besoin de main-d'œuvre pour la guerre. À l'époque, c'était forcé. La France venait chercher les Africains pour aller combattre. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'Africains qui attendent sur le starting block pour aller en Occident. L'Ukraine exploite cette misère-là des Africains, cette volonté d'aller en Occident. Non, je ne pense pas, parce que ce qui s'est passé au Sénégal, il faut le situer dans son contexte et ne pas déborder au risque de faire certaines erreurs de jugement. Et c'est un ambassadeur qui a posté un message sur la page Facebook de l'ambassade, demandant aux Sénégalais de s'inscrire pour aller combattre en Ukraine. Et là, les autorités du Sénégal ont réagi, et même ce message a été retiré de cette page Facebook. Ça veut dire que c'est une erreur, vraiment une maladresse de l'ambassade de l'Ukraine en Sénégal. Ouais, mais si c'est l'Ukraine en général qui demandait, c'est le recrutement des bénévoles pour aller combattre, ça serait un message envoyé à toutes les ambassades et à tous les pays où l'Ukraine est représentée. Donc moi, je situe cet événement maladroit, cette action maladroite de l'ambassadeur au niveau du Sénégal, où il faut rapidement oublier ça et ne pas déborder pour faire encore surgir certaines considérations qui faussent peut-être l'analyse de ce qui se passe en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est déplorable. Et oui, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut déplorer... Sur votre argumentaire, c'est vrai que
pour le moment, hein, ce n'est qu'au Sénégal. C'est un acte isolé, il c'est faut le le Sénégal considérer. qui a réagi. On ne sait pas si d'autres ambassades ne l'ont pas fait ailleurs. Mais pourquoi ce n'est pas l'ambassadeur d'Ukraine en France qui l'a fait? Pourquoi ce n'est pas l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne qui l'a fait? Pourquoi c'est l'ambassadeur dans le pays africain qui le fait? C'est pourquoi je dis, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est un acte isolé. Pour le moment, il faut le considérer que c'est un acte isolé de quelqu'un, fut-il ambassadeur. Il peut faire aussi des erreurs. Il peut faire des erreurs de jugement. Il a été rappelé à l'ordre et il a corrigé. Il a enlevé le message de sa page Facebook. Ça s'arrête là. Maintenant, pour certains jugements, aller jusqu'à se rappeler de certains... Bon, vous l'avez dit, pourquoi ce n'est pas au niveau de la France qu'on l'a fait? Est-ce que l'Ukraine, en ce moment, a vraiment besoin, à l'étape actuelle, de combattants? Est-ce que c'est de bénévoles pour combattre en Ukraine dont il s'agit actuellement? Non. L'Ukraine est sous bombardement. Ce n'est pas, il n'y a pas encore de combat, ce n'est pas un combat un combat régulier entre armées, deux armées qu'on observe en Ukraine. Maintenant, l'Ukraine est sous bombardement, est sous occupation russe, et c'est la guerre totale où on bombarde même on a même risqué de bombarder même un site nucléaire, tout ça là. Donc, je crois que nous, Africains, lorsqu'il y a certains sujets qui s'opposent à nous, il faut le situer dans son contexte et évoluer dans ce contexte-là et ne pas déborder. Nous avons parfois, nous faisons ce débat-là par passion, avec passion, tout ça là, et nous oublions l'essentiel. Alors, de toute façon, ce sujet tombe dans un contexte précis aussi. On sait qu'il y a aujourd'hui, il y a ce débat en Ukraine sur ceux qui veulent quitter le territoire, notamment les ressortissants africains avec le racisme. Justement, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Les Ukrainiens qui se trouvent par exemple en Europe, certains Ukrainiens qui se trouvaient en Europe, et rentrent en Ukraine pour aller combattre pour leur pays. Ça, on l'observe aussi depuis, même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ça veut dire que, pour le moment, officiellement, le président ukrainien, ni le gouvernement ukrainien, ni le président ukrainien n'a fait appel officiellement à des bénévoles étrangers pour venir les aider. Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on regarde donc la situation donc de ces ressortissants qui demandent à quitter l'Ukraine, qui sont victimes, on le sait, de racisme. Le Nigeria a réussi à rapatrier plus d'une centaine de ces ressortissants. On va regarder dans ce reportage. Plus d'1 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Parmi eux, des milliers d'Africains qui se sont précipités vers les pays voisins. De l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo, les gouvernements africains s'efforcent de faciliter le passage de leurs ressortissants en envoyant sur place des diplomates. Ces jeunes Tunisiens font partie du premier groupe d'étudiants rapatriés à Tunis. C'était très difficile, c'était un long périple. C'est une situation de guerre avec des conditions exceptionnelles, c'est une catastrophe. On a vécu un véritable cauchemar. Explosion de joie dans les familles, soulagées de savoir leurs enfants sains et saufs. Je suis très heureuse car mon fils est rentré. Je suis aussi heureuse pour ceux qui ont pu rentrer. Et on espère que tous nos enfants pourront être rapatriés. À des milliers de kilomètres de là, en Ukraine, la capitale Kiev et la deuxième ville du pays, Kharkiv, résistent à l'invasion russe malgré de violents bombardements. Mais non sans peine. Selon les autorités ukrainiennes, 350 civils sont déjà morts depuis le début du conflit. Pour échapper au combat, des Africains ont été acheminés par avion depuis la Pologne, la Roumanie et la Hongrie voisine, où affluent les réfugiés. Des rapatriements compliqués, selon la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, après l'arrivée d'un premier groupe de 17 étudiants. Les possibilités d'évacuation étaient limitées, l'Ukraine ayant fermé son espace aérien au début des opérations militaires. Il restait donc comme seule option viable l'évacuation par voie terrestre vers les pays voisins. Mais certains attendent encore avec inquiétude le retour de leurs enfants, comme Lukman Boussari, un comptable nigérian vivant à Lagos. Vous dites au revoir à vos enfants et vous ne savez pas quand vous allez les revoir. Et puis quand ces situations ou ce genre de crise se produisent, cela envahit vos pensées. Comment pouvez-vous être sûr que vous allez revoir vos enfants? Avant l'offensive, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains,
Le fils de Boussari, étudiant en médecine, a pu traverser la frontière. C'est durant la dernière nuit dans le refuge que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici, parce que je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. La faim, le froid et les combats ne sont pas les seuls obstacles rencontrés par les ressortissants africains. Beaucoup dénoncent des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher, non. Nombreux sont ceux qui ont été contraints d'attendre pendant des jours, bravant des températures polaires, incitant les gouvernements africains à demander un meilleur traitement de leurs ressortissants. On a donc vu la situation donc, des ressortissants africains au niveau de l'Ukraine, surtout les Noirs. Oui, vous voyez, c'est dit qu'ils savent aujourd'hui que c'est les Noirs qui peuvent les sauver, encore. Tout comme ça a été lors de la Deuxième Guerre mondiale. La preuve, on les empêche de partir et de rester pour combattre à leur côté. Et ce qui justifie également le message que l'honorable député voulait prendre comme un coup isolé. Non, ce n'est pas un coup isolé, c'est bien pensé. Parce que ce n'est pas au Togo que le message est sorti, mais c'est en Ukraine. Et je dis c'est au Sénégal. Et le Sénégal, tout le monde sait, quand on parle de tirailleurs africains, c'est tirailleurs sénégalais, c'est tirailleurs africains. Donc, c'est vraiment déplorable cette guerre, parce que aujourd'hui, la mondialisation, tout le monde, c'est-à-dire que au pôle Nord, il y a même les Togolais au pôle Nord. Ah oui, il y a les Togolais au pôle Nord. Donc, c'est une sorte de compréhension que les gens devraient instaurer, mais voir que l'Europe qui veut s'agrandir, je ne sais pas. On voit, quand vous voyez la Russie au-dessus, mais l'Europe, c'est quoi? C'est comme le Togo et comment on l'appelle, et le Soudan. Ah oui, le Soudan, même le Soudan et le Soudan divisé en deux. Oui. Donc, si l'Europe veut s'agrandir, ce n'est pas comme ça. Aller jusqu'à toucher à des intérêts imminemment riches, russes et proches de frontalier et choses. L'Ukraine qui est frontalier à la Russie, vous allez vouloir installer une base militaire là-bas. La Russie n'acceptera jamais, tout comme les États-Unis n'ont jamais accepté que la Russie pose une base militaire à Cuba. Donc, ceci étant, les gens violent les accords et c'est ce que je dis. Et quand vous prenez Vladimir Poutine et son staff, c'est déjà issu du KGB. Au moment où peut-être les Macron et puis, comment vous l'appelez, celui de la Turquie là, ne sont pas encore nés. C'est encore dans le... Non, même pas encore chose. Donc, aujourd'hui, ils veulent faire face à ce monstre. Et quand vous voyez Vladimir Poutine et son staff, son premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, c'est des gens solides. Et vous voyez, les Américains, ils sont là, ils sont loin, ils envoient bien sûr leurs histoires de sanctions, mais ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, quand on dit combattants africains, mais quand on a demandé de leur côté, au lieu d'envoyer eux-mêmes leur population aller combattre aux côtés de l'Ukraine, mais ils disent que même en envoyant peut-être des militaires, on les prend comme ils sont des belligérants. Donc ils sont en train de jouer sur les mots de la diplomatie. Et seule l'Afrique, alors que le pays africain qui va commettre l'erreur, qu'il est en train de rassembler 2-3 personnes pour aller en Ukraine, si l'Europe et les États-Unis n'ont pas pu sauver l'Ukraine, ce n'est pas un pays africain qui vont sauver, alors que la Russie qui a sa base au Soudan va vouloir... On a écouté dans le reportage cet étudiant congolais qui disait que quand eux veulent quitter, quand les Noirs veulent quitter, on dit non, vous restez, vous devez combattre avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo aussi de cette femme nigériane avec son bébé qui ont été violentés. C'était leur tour de rentrer dans le bus. Le policier leur disait non, vous êtes noir, vous n'allez pas rentrer. Alors, tout ça, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer d'autres choses derrière. Non, au fait, il faut dénoncer ces actes, les actes de racisme, le fait
d'exploiter les Noirs, d'empêcher les Noirs de jouir de leur liberté, tout ça là, il faut le dénoncer. Et les gens le dénoncent. On le dénonce même jusqu'en Europe. Il y a des organisations qui ont dénoncé cette façon de faire de certaines personnes en Ukraine qui empêchaient les Africains de partir. Et n'oublions pas aussi qu'en Pologne et partout, les gens ont accueilli ces Africains-là qui ont franchi la frontière. Quand on parle de la Pologne, c'est des Européens aussi. Oui. Donc, il ne faut pas emballer. C'est-à-dire que quand les choses arrivent comme ça, ce qu'il faut dénoncer, il faut dénoncer. Mais ne pas généraliser pour faire croire que c'est ce qui se passe. Donc, pour le moment, les gens ont posé certains actes qui sont dénoncés au niveau Europe, au niveau Afrique. Et ça nous concerne, ça concerne les Africains, il faut le dire. Même à l'ONU, les gens ont pris la parole pour dénoncer cela. Donc, ça veut dire qu'il faut situer ça dans leur contexte et dire que celui-là, le policier qui a empêché cette femme de monter, a commis un acte répréhensible, il faut le dire. Mais n'oublions pas aussi que de l'autre côté, des gens, même en Ukraine, aident aussi des étudiants africains. On a montré ça aussi, à franchir la frontière. Oui. Donc ça veut dire que ce qu'il faut quand même retenir dans cette histoire, c'est que nous vivons dans un monde où nous sommes tous liés. Quand la guerre a commencé, les répercussions avec les sanctions contre la Russie, tout ça, là, les répercussions, c'est mondial. Hein. L'augmentation du prix de pétrole, du gaz, tout ça, là, ça frappe tout. On parle de 16 000 étudiants en Ukraine. Si tous les Ukrainiens étaient aussi racistes, on n'aurait pas à avoir 16 000 étudiants africains en Ukraine. Donc ça veut dire que partout dans les pays européens, on a quand même de ces populations des gens qui accueillent favorablement les Africains. Et on a aussi, ça c'est déplorable, mais il faut le dire, des racistes qui ne veulent pas voir des Noirs. Donc il ne faut pas généraliser pour le dire. Et puis cette guerre, je veux ajouter quelque chose. Et Napo Koura l'a dit, quand on parle, il résume ça au niveau de la France, il parle de Macron. Ce n'est pas une histoire de Macron et de France. Quand la guerre qu'on vit maintenant en Ukraine, il y a deux mondes. Et il y a le bloc occidental et le bloc oriental qui s'opposent depuis, ce n'est pas aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale. Et parler de la force de Poutine et de ces généraux, moi je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et le monde occidental n'est pas faible non plus. Mais ici, tout l'armement que la Russie a, je crois que les États-Unis, la France, tout ça là, ils en ont aussi, la bombe atomique, tout ça là, les deux camps en ont. Mais il s'agit depuis plus de 40 ans de la paix dans le monde. Et on est fort, mais on utilise cette force-là pour la paix dans le monde. Mais les gens évitent la guerre. L'Europe peut bombarder aussi, l'Europe peut aussi bombarder la Russie, tout ça là, mais à la fin, mais je le dis, hein. Tout comme la Russie aussi peut bombarder. C'est ce que j'ai dit. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est les morts. Donc ça veut dire que il a parlé comme si la Russie est je n'interviens pas pour être du côté de la Russie, ni du côté du monde occidental, mais tromper les gens dans les analyses en disant que la Russie est forte, tout ça là. Je crois que les États-Unis, par rapport à la Russie, les États-Unis, l'OTAN, tout ça là, a des moyens aussi de pouvoir détruire la Russie et détruire même le monde comme la Russie. Mais ces armements-là, cette force-là, les gens l'utilisent pour la paix. C'est pour cela que quand on parle de l'arme nucléaire, les gens utilisent les armes qu'on a pour la dissuasion. Les gens n'arrivent pas à passer aux actes. C'est pour éviter que le monde soit détruit encore comme ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la reconstruction de l'Europe, tout ça là, n'a pas été facile. Donc maintenant, tout ce qui s'avance, et lorsqu'on envahit, moi je le dis, il y a même des journalistes qui soutiennent ouvertement la guerre, surtout les journalistes africains. Hein, non, personne ne soutient la guerre. Laisse-moi évoluer, je vais te l'expliquer. Faut pas. J'ai dit je n'ai pas dit que tous les journalistes en Afrique. Il faut avoir une analyse impartiale. Vous comprenez? Je dis, il y a des journalistes, moi j'en discute avec des gens. Il y a des gens, pas que des journalistes, il y a des gens dans tous les secteurs d'activité. Et je dis de surcroît, des journalistes qui soutiennent ouvertement cette guerre-là, alors que
l'Ukraine est un pays souverain. Lorsqu'un autre pays souverain, la Libye n'était pas souveraine. Un autre pays souverain, c'est la guerre et le monde doit éviter ça. D'accord. On doit éviter la guerre. La Libye, moi je suis dans ce débat de souveraineté. Je suis contre l'envahissement, la guerre en Libye. L'Irak était souverain, l'Afghanistan est souverain, la Libye était souveraine. Et il faut dénoncer, comme on a dénoncé la guerre en Irak. Là, tu as dénoncé aussi. On a dénoncé la guerre en Irak. Il y a un aspect en Ukraine. Il y a un aspect sur ce conflit que je voudrais aussi qu'on évoque rapidement. C'est que quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on peut beau dire que la Russie était dans ses droits, que les accords ont été violés et tout, mais on a pensé que ça allait être une blitzkrieg, une guerre éclair. On a l'impression, bon c'est vrai qu'il n'y a qu'une semaine que ça a commencé, mais qu'on s'établit sur quelque chose sur la durée. Oui, ça va être sur la durée parce que, sauf si rapidement les gens prennent la mesure de la chose et appellent vite, disons, à des dialogues. Parce que ça a déjà commencé. Disons, il y a quand même des embryons de dialogue qui ont commencé entre la Russie et l'Ukraine. Sinon, la Russie ne va pas quitter et puis détruire totalement l'Ukraine. Sinon, ce serait déjà fini. Ils allaient lancer les bombes atomiques. Non, pas atomiques. Même vous avez vu là où on a dit qu'on a raté de peu. Et comment on l'appelle? Un site nucléaire. Un site nucléaire. Ouais. C'est à partir de là que comment l'appelle-t-on, les volontés de discussion ont commencé. Et ce n'est pas... Les discussions ont commencé avant hier. Hein. Les discussions ont commencé en Biélorussie avant hier. Ce n'est pas... C'est hier que le bombardement a eu lieu. Justement, si vous permettez, sur la question des sites nucléaires, on va suivre aussi rapidement cet élément et on revient. Nous devons arrêter l'armée russe immédiatement. Crier à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout, la fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. Ça, c'est le président ukrainien qui avertit, il y a 15 réacteurs nucléaires au niveau de l'Ukraine. Si un seul est touché, on imagine la catastrophe. Et je vois aussi derrière ces propos un peu de désespoir. Il ne voit pas cet engagement de l'Europe en dehors des discours qu'on tient, on te soutient, on met la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine, on fait tout ça, mais il n'y a pas cet engagement. Mais justement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que même les gens ont peur d'envoyer les armes pour les aider. Ils disent qu'on va les appeler les belligérants. Parce que si la Russie se tourne vers eux, il a dit que, comment l'appelle-t-on, si la France décide d'attaquer, que la France décide d'attaquer. On va voir. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est ce que l'Occident a fait avec les pays africains pendant des années. C'est-à-dire qu'on vous a leurré pendant des années qu'il y a ce qu'on appelle la démocratie, sortez, affrontez les régimes, alors qu'ils sont, comment l'appelle-t-on, ils ne sont pas à mesure de soutenir véritablement cette démocratie. Et les gens sont morts. C'est la même chose qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine, en faisant croire à comment vous l'appelez, Zelensky, que l'Europe, tout ça là, les États-Unis vont se lever pour venir combattre à côté de lui. Mais regardez, même son intervention devant l'Assemblée devant l'Union européenne, où il demande à l'Union européenne expressément de l'intégrer dans l'Union. L'Assemblée n'est pas habilitée, ce n'est pas de sa compétence à l'intégrer dans l'Union. Donc, ce discours-là montre déjà qu'une faille, c'est-à-dire une faiblesse de ça. C'est pourquoi je dis que c'est des gens qui ne sont pas encore mûrs pour diriger des pays et affronter des monstres que nous sommes en train de voir. C'est d'autres sujets dont on doit parler, Beau Soleil, rapidement. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on s'asseye, qu'on dialogue, qu'on trouve des solutions. Oui, ce n'est pas bien de faire cette guerre-là. Il faut aller à la discussion. Il faut l'éviter, il faut aller à la discussion. Il faut éviter de dire aussi que la Russie est forte, qu'elle est la plus forte du monde et que les autres ne sont pas forts. Parce que la force ne se trouve pas... Je n'ai pas dit qu'elle est la plus forte du monde. D'un pays faible. La force, moi je le dis, ça peut être peut-être un jugement personnel. Lorsqu'on est fort, on utilise cette force-là pour la stabilité. Lorsqu'on passe à l'action, déjà à 3 jours de l'attaque,
le président russe parle déjà de l'alerte de ces bombes atomiques, tout ça là, ça n'augure pas une certaine sérénité au niveau de la paix dans le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens, il faut toujours la diplomatie. Et passer à l'acte, c'est très mauvais. D'accord. Et je le dis et je le répète, quand l'OTAN, pour ceux qui nous écoutent, l'OTAN, tout ça là, contrairement à ce que dit Napokura, ce n'est pas par faiblesse que l'Europe n'arrive pas, ne rentre pas en guerre. Ça, il faut, quand on connaît la réelle politique et les stratégies dans ce monde, c'est que j'ai il faut écouté éviter... Florence Parly, la ministre française des armées, quand on lui a posé la question, pourquoi vous n'attaquez pas, il dit, mais on ne va pas attaquer ce pays. Voilà, il y a des armements redoutables. Moi, je vais dire... Même le ministre des Affaires, le Premier ministre français même a fait même des déclarations pour qui vont asphyxier économiquement. Même quand le président ukrainien a demandé seulement une zone d'exclusion aérienne pour éviter que les avions russes ne survolent l'espace aérien ukrainien, l'OTAN a refusé. Demander cette zone-là, ce n'est pas que l'OTAN ne peut pas mettre en place cette zone-là, ça veut dire qu'il faut abattre les avions russes. Et abattre les avions russes, ça veut dire rentrer en guerre contre la Russie. Et quand on refuse contre la Russie, ce n'est pas qu'on a peur de la Russie, mais il ne faut pas embrasser. Regarde, vous avez le premier grenier. Vous avez le premier grenier. Il vient de prendre le gaz russe aussi. Le gaz russe. Et si jamais, regarde l'Allemagne qui a investi fortement pour importer le gaz russe. Mais l'Allemagne, elle qui a pris la décision de suspendre ce projet. Mais le gaz russe risque de passer. L'Europe est dépendante à 40% du gaz russe. Le gaz russe risque de passer par la Chine. Les sanctions, ça ne touche pas le gaz. Ni la Russie, ni l'Europe. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller en guerre. Mais la guerre n'arrange personne. On doit faire des discussions et que les gens se respectent. Si on n'a pas besoin de rentrer en guerre, donc celui qui a provoqué la guerre a tort. D'accord, si vous permettez. Celui qui a provoqué la guerre, c'est l'Occident qui a provoqué la guerre. Si on va chercher les causes, on va aller très loin dans l'histoire. Voilà, donc ce n'est pas que la Russie qui est en tort. Je sais que tout le monde n'entrons pas dans c'est la Russie. Tout ce qui a induit l'Ukraine en choses dans les ce n'est pas l'Ukraine qui a attaqué la Russie. Il faut éviter de faire cette erreur. Passons à l'autre sujet, c'est le Mali. On va en parler quelques minutes avant la pause et puis on reviendra en seconde partie en parler. Le Mali, sous sanction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à cause donc du coup d'État, du double coup d'État perpétré donc par le régime d'Assimi Goïta. Le Mali continue donc de subir les effets de ces sanctions-là. Beausoleil Obekou, on va dire simplement que, parce qu'on a vu il y a tout récemment une mission de la CEDEAO qui est retournée au niveau du Mali. Il y a eu des discussions, mais ils ne se sont pas entendus sur la date des élections. On comprend qu'au niveau de la CEDEAO, ce qui tient à cœur, c'est de faire rapidement les élections pour que ce régime passe. Ce bras de fer-là, vous pensez qu'il va encore continuer très longtemps? Oui, bon, malheureusement... on ne souhaite pas ça, mais lorsqu'il y a ce bras de fer-là, ça n'arrange personne, surtout le peuple malien, ça n'arrange pas le peuple malien. D'abord, cette histoire est partie du fait que si la CEDEAO intervient et continue par intervenir, ça veut dire que par principe, la CEDEAO interdit les coups d'État dans son espace. Ouais. Et politiquement, si lorsqu'on veut venir au pouvoir, il faut passer par les élections. Lorsqu'il y a coup d'État militaire, la CEDEAO interdit cela. Donc, mais lorsque la CEDEAO se trouve devant le fait accompli, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il faut envoyer des armées pour aller déloger la junte, tout ça? Non, je crois. Donc maintenant, elle utilise diplomatiquement certains moyens pour pouvoir ramener l'ordre au niveau, l'ordre constitutionnel dans le pays. Sans grand succès. Le succès aussi va dépendre des Maliens, de la junte malienne. Donc si la junte malienne, si la volonté des deux, et cette volonté-là ne se rejoignent pas quelque part là, et ne se rejoignent pas quelque part, je crois que ça va durer, ça serait très difficile. Mais ce qu'il faut, c'est que on vient au pouvoir par les urnes. Lorsqu'il y a une situation de fait où la CEDEAO
tout ce que la CEDEAO peut faire, c'est les moyens qui sont mis à sa disposition. Il y a les moyens diplomatiques, il y a aussi les sanctions. Et n'oublions pas que la CEDEAO n'a pas pris ces sanctions-là aux premières heures de ce coup d'État. Elle a essayé d'avoir des négociations sur la durée de la transition. Et lorsqu'on dit on fait coup d'État, il y a une situation qui se pose, ça veut dire que c'est une situation anormale, entre guillemets. Donc il faut revenir à la situation normale qui est les élections démocratiques et libres et démocratiques pour installer des dirigeants régulièrement souhaités et voulus par le peuple. Donc la CEDEAO est dans son rôle. Elle ne peut que faire des missions de diplomatie pour ramener les membres de la junte à la raison et à avoir un délai raisonnable. Ils ont déjà eu 1 an et demi, 18 mois. Après, ils souhaitent 5 ans, 4 ans. Est-ce que c'est normal? Il appartient à chacun de donner cette réponse. Mais la CEDEAO dit non, que ce n'est pas normal après 1 an et demi et demander encore 5 ans, ce n'est pas normal. Donc il faut un délai raisonnable. Et je crois que c'est plus simple que ça. Si la vous CEDEAO permettez, est dans son rôle. on va marquer la pause, le temps pour nous de regarder le journal, une dizaine de minutes, et puis on revient derrière pour évoquer, continuer donc de parler du